Vous écoutez l'Ambition au féminin, épisode 140, et aujourd'hui, on parle de marketing du ressentiment. Mon nom est Tatiana Saint-Louis et j'anime l'Ambition au féminin, un podcast pour toutes les femmes pleines de vision, de talent et de drive qui désirent redéfinir le succès selon leurs termes et leurs conditions. Chaque semaine, j'explore seule ou en présence d'invités les thèmes entourant la réussite professionnelle et personnelle. Mindset, productivité, leadership, branding personnel, c'est le rendez-vous pour réfléchir à la façon dont tu veux vivre ton plein potentiel et laisser ton empreinte dans le monde. Salut les ambitieuses! Comment vous allez aujourd'hui? J'espère que vous allez bien. Je suis super heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode. Un épisode qui est, si vous avez vu le titre naturellement, disons, pas nécessairement le fun à discuter, mais intéressant à observer. Et je parle du marketing du ressentiment. Bon, qu'est-ce que le marketing du ressentiment? On s'entend, c'est probablement pas un terme que vous avez rencontré par le passé parce que c'est un terme que j'ai inventé pour parler d'un phénomène que je vois de plus en plus souvent. Puis là, j'ai mes propres hypothèses sur pourquoi ce phénomène est de plus en plus répandu, hein, notamment la compétition qui est de plus en plus élevée, la pression aussi économique qu'on ressent à cause de la récession et tout ça. Et je pense que ça crée ça crée un stress de plus sur beaucoup de petits entrepreneurs, des solopreneurs, des choses comme ça, de se différencier dans un marché qui semble de plus en plus saturé. Et une des voies faciles, c'est le marketing du ressentiment. Puis je dis facile, mais peut-être parfois naturel, hein? Et là, on va expliquer dans cet épisode qu'est-ce que c'est et pourquoi, qu'est-ce que c'est, comment le reconnaître, mais aussi pourquoi c'est dangereux de tomber dans ça si justement on est, encore une fois, une marque ou un brand qui est en train de se développer, qui est en train de laisser ses traces. Donc, si on déconstruit le terme, le ressentiment, c'est quoi? Le ressentiment, ça fait référence à un sentiment de rancune ou d'hostilité. Souvent, c'est causé par une perception d'injustice, de mauvais traitement, que quelque chose a été, qu'on s'est fait blesser ou des choses comme ça. Si on applique ça au marketing, ça désigne, dans ma façon de voir les choses, des stratégies ou des campagnes ou des tactiques qui cherchent à exploiter justement ces sentiments de rancune ou de frustration chez les clients, chez les consommateurs, dans l'audience. Et là, je vais vous donner des exemples parce que c'est vraiment à travers ces exemples que j'ai commencé à me poser la question, pourquoi est-ce que, premièrement, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire et pourquoi est-ce que c'est commun, hein? Pourquoi est-ce que ça devient de plus en plus commun dans l'environnement marketing? Donc, par exemple, vous l'avez probablement vu, que ce soit sur Instagram ou LinkedIn, où les gens ont leur propre plateforme, hein, maintenant. On peut mettre toutes les opinions qu'on veut sur ces plateformes-là et tant mieux pour ça. Mais ce que je vois souvent, ça va être, par exemple, des coups de gueule, hein, des coups de gueule pour juger le prix de d'autres personnes. Ça va être des genres de courriels ou des posts ou des publications pour juger les tactiques marketing, pour mettre pour pointer du doigt certains courriels, certaines façons de faire. On va pointer du doigt des personnes selon leurs pratiques ou leur modèle d'affaires. On va parler des gens sans les nommer, mais on sait tous de qui on parle. Hein? Tu sais, ce genre de... Un peu, ça me fait penser à des cours d'école, là, où est-ce qu'on est comme, waouh, j'ai 36 ans, je pensais que on allait passer à d'autres choses dans notre vie, mais quand je le vois dans les communautés en ligne, quand les communautés ambiantes, puis que je vois de plus en plus ça, ça me fait un petit peu... Ça me fait un petit peu peur. Donc, transformer en marketing, c'est aussi cette façon de se positionner en contradiction à des gens identifiés comme moralement
inférieur. Puis moi, ça m'est arrivé il y a vraiment longtemps que quelqu'un m'avait dit « Ah, on a partagé un de tes courriels dans un groupe de copywriting comme contre-exemple » ou des choses comme ça. Des choses comme ça où c'est comme, ben, je vais essayer de trouver l'épisode en passant, je pense que j'en parlais, mais bon, où on met de l'avant des choses, où on pointe de l'avant des personnes, on pointe du doigt des personnes pour montrer à quel point ils ont mal fait quelque chose, ou ce qu'ils ont fait, c'était manipulateur, ou leur fait d'avoir telle offre, ou telle pratique, ou tel modèle d'affaires, c'est la preuve qu'ils sont pas ce qu'ils disent qu'ils sont, que blablabla, blablabla, OK? Puis ça, genre, je vous dis, je l'ai vu, j'en ai parlé avec d'autres collègues entrepreneurs, ça m'est arrivé, c'est arrivé à certaines de mes amies, je le vois aussi à plus grande échelle, hein, parce que, bon, nous, on a des relativement petites communautés, mais je l'ai vu à des petites et grandes échelles où il y a cette espèce de bullying aussi qui va venir chercher, bon, le sentiment de groupe, pour aller, bon, pointer du doigt certaines pratiques. Bon, puis là, je vais juste faire un petit aparté pour dire que ça ne veut pas dire que certaines pratiques marketing mériteraient pas d'être revisitées, réfléchies, améliorées, et qu'il n'y a pas eu des façons de faire dans le passé qui étaient peut-être abusives ou manipulatrices et que tout le monde peut se laver les mains parce que, bon, on est complètement dans l'expérimentation. Mais ce que je veux dire, c'est que là, en ce moment, le phénomène duquel je veux parler, c'est de baser son marketing ou de baser son brand ou sa marque sur ce genre de travail de justicier de la bonne conscience, à quelque part. Et qu'est-ce que ça peut avoir comme effet autant sur les clients que sur les communautés de ces personnes-là. Donc, ce que je trouve... Puis là, j'allais dire intéressant, mais est-ce que c'est vraiment intéressant? Ou ce que j'ai observé, en fait, c'est que souvent, ce qui va initier ce genre de réflexion ou de prise d'action, c'est qu'il y a un appel à une hiérarchie morale. Hein? Telle personne est meilleure que l'autre. Hein? Telle pratique est meilleure que l'autre. Mais pas simplement d'un point de vue efficacité ou d'un point de vue, c'est vraiment, il y a une valeur morale qui est associée à une tactique marketing. Et si vous avez si vous avez participé au Festival Web de création de contenu, j'avais donné un atelier sur l'échelle d'intrusivité et comment transformer son mix marketing, hein, pour le rendre apaisé et apaisant. Et je pense bien donner cet atelier encore, là, il faut juste que je trouve un temps pour le donner encore au public. Mais je parlais spécifiquement de à quel point les tactiques marketing, que ce soit le cold marketing, la publicité, le porte-à-porte ou peu importe, n'a pas de valeur morale inhérente. OK? La prospection par courriel, c'est pas moralement mauvais versus la publicité qui serait moralement meilleure ou non. OK? Puis là, je parlais de ça dans cet atelier-là parce que je pense que c'est important d'établir ça de prime abord parce que cette perception de moralité, souvent, va créer un blocage chez des personnes, comme vous et moi, là, qu'on essaye de pas créer plus de mal dans le monde que ce qu'il y a déjà, mais ça va créer un blocage parce que on va percevoir cette genre de hiérarchie comme s'il y avait quelqu'un qui allait nous juger de l'extérieur si on utilisait telle tactique ou telle tactique. Okay? Mais la tactique elle-même n'a pas de moralité. Donc, le marketing du ressentiment est basé dans cet appel à une hiérarchie morale et ce que plusieurs personnes aussi dans les milieux féministes auxquels je fais partie, notamment Cara Lowenthal, qui est une de mes mentors, qui appelle ça le perfectionnisme activiste. Donc, le perfectionnisme activiste, c'est de vouloir faire le bien, mais d'avoir tellement cette conscience que je ne peux pas faire le bien si ce n'est pas parfait, que ça nous paralyse et que ça génère énormément de honte parce qu'on ne peut pas arriver à cette perfection-là. Donc, le perfectionnisme en soi est une réaction traumatique, mais quand on amène ça avec l'activisme et avec la hiérarchie morale, ben là, ça devient encore plus dangereux pour la conception de soi, mais aussi pour les relations qu'on va entretenir avec les autres.
Donc, dans ce perfectionnisme activisme et dans cette hiérarchie morale, on va voir de la manipulation là où il y a une erreur, par exemple. Hein? On va décider que la personne nous a chargé 2 fois. Au lieu de penser que c'est une erreur, on dit « ils ont essayé, genre, de me frauder ». Hein? Dans ce modèle de réflexion-là, ben, il n'y a pas de compassion. Hein? C'est genre, t'es mieux d'être parfaite, sinon ça va prouver que tu es une personne immorale. Aussi, il y a un discours très démagogique, hein, basé dans une lutte du bien contre le mal. Puis démagogique, qu'est-ce que ça veut dire ici? Ça veut dire que on prend, par exemple, les peurs et les angoisses de la population, hein, la récession, le réchauffement climatique, je sais pas moi, le bro-marketing, puis tout ça, et on le transforme, hein, toutes les choses qui sont dans les peurs collectives, hein, l'ombre de l'inconscient collectif aussi, et on les transforme dans une lutte du bien contre le mal. Hein? Puis c'est pour ça que ça crée justement cette hiérarchie. Et nous, naturellement, ben parce que on est des humains avec, avec des consciences morales, on veut être du côté du bien. On veut être du côté du bien. Mais quand on positionne les choses dans une lutte du bien contre le mal, on est en train de diviser, hein, les actions et les personnes en catégories. La catégorie blanche, la catégorie noire, la catégorie morale, la catégorie immorale. Et parce qu'on veut s'identifier à la catégorie morale, ben on va essayer de rejeter au maximum tous ceux qu'on conçoit comme immoraux parce qu'on ne veut pas être associé à ces gens-là. Et là, ben, ça peut mener à ce que j'ai vu en ligne. Hein. Je n'ai pas été victime de ça, mais je l'ai vu dans des plateformes qui sont plus grandes. Hein. Ça va mener à du bullying, qui peut aussi mener, bon, à la fameuse cancel culture, de vouloir briser ou vouloir avoir un effet négatif sur les ventes de quelqu'un ou sur sa façon de gagner sa vie en manipulant le message qui est fait autour de cette personne pour envoyer le signal que cette personne est immorale et donc qu'elle doit être rejetée du groupe. On appelle ça en anglais, puis je sais pas, j'ai pas la traduction française, du virtue signaling, hein, du signalement de vertu. Peut-être que c'est comme ça qu'on peut le traduire. Et le signalement de vertu, je sais pas, ça sonne bizarre, mais bon. Le signalement de vertu, ben encore une fois, c'est pour dire comme, parce que je suis en train de te signaler, ben là, hein, on n'est pas en train de mettre les yeux sur moi, ça veut dire que je suis probablement du côté des bons. Fait que la stratégie, grosso modo, hein, du marketing du ressentiment, ça pourrait viser à, par exemple, cibler un ennemi commun. Hein, mettons qu'on a tel entrepreneur ou tel modèle d'affaires ou telle tactique marketing, hein, identifier une personne, une organisation ou un concept que le public perçoit négativement, hein, ou qui perçoit peut-être pas encore, qu'il y a peut-être justement dans cet inconscient collectif quelque chose qui génère une réaction. Puis, hein, une réaction, c'est pas toujours mauvais. Il y a des gens qui nous intimident. Est-ce que ça veut dire que c'est parce qu'ils sont mauvais? Non, des fois, c'est parce qu'ils nous montrent des choses dont on ne croit pas qu'on est capable d'accéder, par exemple. Okay? Donc, cibler un ennemi commun et se positionner contre cette entité. Ensuite, valider les frustrations du public cible, hein, c'est normal. Donc, on va dire, bon, on va reconnaître, on va affirmer les sentiments négatifs ou les préoccupations du public cible, montrant que la marque, l'entreprise, l'entité, hein, on comprend et on est du côté du consommateur. Hein, ça rejoint un peu ce virtue signaling. Et en troisième lieu, offrir une solution ou un échappatoire. Hein, parce qu'après avoir identifié et validé les sentiments de ressentiment, la marque pourrait, ou la personne pourrait dire « Bon, ben, maintenant qu'on est d'accord, hein, parce que vous êtes tous du côté moral comme moi, voici ce qu'on va faire, ou voici, venez travailler avec moi, ou écoutez mon podcast, ou lisez mes infolettres, parce que moi, je vais m'occuper de combattre ces ennemis pour vous. » OK?
Donc, comment est-ce qu'on reconnaît les personnes qui font du marketing du ressentiment? Hein? Puis quand je dis personnes, vous comprenez, c'est des marques, c'est des personal brands, c'est des entreprises, c'est pas nécessairement juste une personne. Ça va être des marques particulièrement vindicatrices, hein, qui vont aimer justement la polarisation, qui vont aimer se mettre dans les dichotomies noir et blanc, bon, mauvais. C'est des gens qui vont être constamment en train de faire du virtue signaling, puis le virtue signaling peut avoir l'air des coups de gueule, des modes d'emploi, comment ne pas être comme telle personne, comment ne pas faire tel modèle d'affaires, ne pas se tromper, blablabla, comment ne pas abuser genre de nos clients, etc., etc., hein, toutes les peurs qu'on a en nous. Va préférer voir des clics ou des gagnes, va penser que l'environnement est constitué dans ces catégories-là, hein, parce que ça, ce que ça va susciter, c'est la pensée « eux versus nous », les gens de droite versus les gens de gauche, les personnes éthiques versus les personnes immorales. Et aussi, ce qui est intéressant à noter ici, c'est que ce qui va être vraiment proéminent ici, c'est la philosophie du sauveur et de la victime. Naturellement, ça va être beaucoup plus nuancé, hein? Ça va pas être genre « vous êtes des victimes » et blablabla, mais vraiment de le positionner comme pour quelqu'un qui... tu sais, je veux dire, quelqu'un qui ne connaît pas mieux ou quelqu'un qui a envie de X, Y, Z, ben, ils vont se faire manipuler par telle tactique ou par telle personne ou par telle chose. Fait qu'on enlève de l'agentivité aux gens en les positionnant dans le statut de victime et la marque, elle, en se positionnant dans le statut de sauveur. Et ce qu'on va remarquer aussi, c'est des vibes très négatives, hein, qu'on va percevoir dans les messages marketing, dans les publications, dans tout ça, qui sont véhiculés, qui vont souvent tourner autour de les fameuses difficultés, des plaintes, de la colère, le fait de s'enflammer sur des choses, parce que justement, ces émotions qui sont très fortes vont venir toucher à des émotions qui sont sous-jacentes et inconscientes aussi auprès des auditeurs, auprès du public, et qui ont juste envie d'être reconnues et prise en compte. Hein? Puis ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que dans notre société dans laquelle on vit, les émotions négatives comme la colère, la tristesse, hein, puis le désespoir ou la dépression, c'est des choses qui doivent être vécues en privé, dans l'individuel, qui sont pas très bienvenues dans le collectif. Et donc, quand ces personnes-là, ces démagogues-là, ils viennent et commencent à y parler, c'est sûr qu'il y a beaucoup qui est très près de la surface qui a besoin d'émerger. Et donc, c'est une cible facile pour aller chercher de l'engagement et des vues et de l'attention. OK? Mais bon, hein, on s'entend quand même que ça s'appelle, j'ai pas appelé ça marketing du ressentiment pour rien. Moi, je considère que c'est un couteau à double tranchant parce que, bon, comme on vient de le dire, c'est un branding fort qui va rallier des gens autour d'émotions négatives. Puis, tu sais, on sait comment le branding émotionnel est important, donc c'est important de rallier les gens autour d'émotions. Dans ce cas-ci, la personne ou l'entreprise choisit de le faire autour d'émotions négatives. La colère, la vengeance, le ressentiment, la méfiance. Ça va générer un échappatoire pour le public. Hein, et une apparente aussi intelligence, entre guillemets, du « je suis pas dupe, hein, je ne suis pas comme eux, je suis capable de voir les signes, je suis capable de reconnaître ces choses ». Et souvent, ça va être fait sous le joug de fortes valeurs, hein, des valeurs qui sont très positives, l'éthique, l'égalité, l'égalité des chances, l'inclusivité, etc. Hein? C'est sûr qu'on va pas juste faire du marketing du ressentiment pour aller chercher de la colère, mais ça va être fait, encore une fois, hein, on veut sauver la Terre et on veut sauver les entreprises de toutes ces pratiques non éthiques et on veut sauver, genre, l'intégrité de chacun, blablabla. OK? Sauf que cette méthode-là de communication et de positionnement, ben, ce que ça fait, c'est que ça
ben, ça encourage une culture toxique de la honte. Puis vous savez, moi, je parle beaucoup de honte, même que je travaille beaucoup avec mes clients à, justement, se libérer de la honte, qu'on n'a pas l'impression qu'elle est présente, mais c'est au moment où c'est comme, OK, là, je vais publier une prolongation pour mon lancement qui n'a pas fonctionné comme je le voulais. J'ai honte parce que ça montre que je ne suis pas capable de vendre mon produit, etc., etc. Tu sais, ça peut être des choses vraiment comme ça, mais pour moi, la honte, c'est un mécanisme extrêmement négatif qui opère dans les sous-bassements de notre fonctionnement sans même qu'on sache la reconnaître. Donc là, les fameux justiciers de la bonne conscience et du marketing du ressentiment, ben, veut pas, ils viennent jouer avec cette honte-là parce que ils viennent montrer que, bon, ben, tous ceux qui sont dans la catégorie immorale devraient avoir honte de leurs actions. Hein? On veut pas être dans leur situation, ils devraient le reconnaître, mais ils le font pas, et c'est la raison pourquoi ils sont immoraux. Et même si ça peut offrir un échappatoire, ben ce que ça va générer aussi, c'est que là, soudainement, toute la communauté, y compris les alliés, y compris les gens qui sont peut-être d'accord, se sentent surveillés et jugés constamment. Parce que là, ils ont intériorisé ce langage-là de la honte et ils vont l'appliquer à eux-mêmes. Et quand on intériorise cette honte-là, ben on arrive vers comme une culture de surveillance et de paralysie. Parce qu'on ne veut pas dire la mauvaise chose, on ne veut pas être pointé du doigt nous aussi, on sait que notre tour pourrait venir, puis là on retourne dans ce fameux perfectionnisme activiste où on a tellement peur d'agir d'une façon non éthique qu'on n'agit plus, où on va tout le temps déférer notre autorité à quelqu'un pour être sûr qu'on double-check, triple-check, qu'on n'est pas en train de faire une erreur qui va susciter un backlash de la communauté et qui va nous aliéner à son tour. Donc, le gros problème avec cette pratique-là, cette culture toxique-là, c'est l'aliénation de groupes de personnes qui sont surtout très nuancé. Parce que quand on est en train de créer des catégories blanc et noir, gauche-droite, les personnes qui se trouvent dans le milieu, les personnes qui se trouvent dans la nuance, ils vont obliger d'être reléguées par elles-mêmes ou par d'autres personnes du groupe à une des catégories hermétiques. Et donc, tu peux pas être un tout petit peu dans cette direction, puis avoir d'autres opinions dans l'autre direction. Non, toi, t'es une personne de gauche, toi, t'es une personne de droite, et parce que t'es un ou l'autre, on peut pas interagir. Donc, ça va aliéner des groupes de personnes, surtout dans le centre, et ça va encourager une tendance vers un extrémisme de valeurs et de position. Puis l'autre chose qui me dérange le plus, je dirais, avec ça, c'est de ne pas voir les gens comme des êtres autonomes et multidimensionnels. Puis moi, j'ai eu vent de personnes qui jugeaient, par exemple, des modèles d'affaires ou certaines offres ou certains prix en disant ça n'a pas d'allure de mettre un prix comme ça pour tel genre de transformation. Les personnes qui voudraient se procurer ça devraient plutôt se procurer ceci ou faire cela ou faire cela. Donc, un autre mode d'emploi, parce que, tu sais, je veux dire, c'est abusif, etc., etc. On s'entend, abusif, des prix, tout ça, c'est très, très, très subjectif. Mais ce qu'on voit ici, c'est que, c'est comme si la personne, le client, ne pouvait pas juste être autonome et décider, écoute, c'est de l'argent que j'ai gagné, voici comment je voudrais l'investir ou comment je voudrais le dépenser ou peu importe. Qui a besoin de me juger à propos de ça? Je me juge déjà assez moi-même, surtout si je suis une femme. Mais aussi, tu sais, j'ai pas engagé personne ici pour être mon conseil de moralité. Puis là, ça me fait beaucoup penser à la pièce Tartuffe de Molière. Si vous vous rappelez pas de vos cours de français, retournez lire Tartuffe de Molière. C'est très intéressant sur le faux dévot, le fameux faux dévot. Donc,
de pas voir les gens, puis moi, j'ai toujours considéré que un de mes travails, de mes grands travaux de mindset, c'était de pas me mettre dans le portefeuille des gens, de les considérer constamment comme des êtres autonomes, de comprendre qu'ils sont multidimensionnels, qu'ils peuvent avoir des désirs ou des actions qui sont contradictoires, et ça fait pas d'eux des gens immoraux, ça fait juste eux des gens humains. Donc, cette fameuse... tu sais, mettre les gens entre victimes et sauveurs, ben quand on considère que nos clients ou que nos communautés sont constamment des victimes potentielles et qu'on doit les protéger en leur ouvrant les yeux à certains trucs ou peu importe, ben on est en train de se mettre comme supérieur à eux en termes d'autonomie et en termes de notre propre intelligence, au lieu de considérer qu'ils sont suffisamment intelligents pour prendre des décisions et pour dealer aussi avec les conséquences de leurs décisions. Puis, je trouve aussi qu'il y a une notion très anti-féministe dans ce fameux marketing-là, parce que ce que je trouve le plus dommage, selon mes observations, c'est que c'est pas nécessairement fait envers des grosses entreprises comme Meta ou Google ou Amazon, mais c'est plutôt fait autour de communautés qu'on connaît, hein, des communautés, peut-être des solopreneurs qui font dans les multiples chiffres ou même le million, ou des personnes qui ont augmenté leur visibilité soudainement, souvent les influenceurs ou des choses comme ça. Et je trouve ça dommage que c'est ce genre de personnes qu'on vise avec ça. Et, puis là, je peux pas dire de façon très factuelle, mais c'est mon observation, c'est mon ressenti. Je trouve que c'est souvent fait aussi envers des femmes entrepreneurs, des femmes businesswomen, des CEO, des personnalités publiques. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ces femmes-là, je pense qu'elles sont identifiées parce que on sait très bien qu'elles ont déjà les démons de perfectionnisme bien ancrés en elles, des traumas autour de la visibilité, des traumas autour de l'argent, des problématiques avec lesquelles elles font face systémiquement. Et à la place de les supporter, puis de les encourager, puis de vouloir les voir réussir, on va venir pointer du doigt tout ce qu'elles n'ont pas fait de correct, ce qui est extrêmement traumatique, encore une fois, puis là on reparle d'école, hein, ce qui est extrêmement traumatique pour une femme qui va suivre ses ambitions ou qui a des ambitions qui sont peut-être un peu plus larges que d'autres, et qui ont envie d'aller vers elle et ça demande déjà énormément d'efforts de plus de simplement les tenir en soi, ces ambitions-là, mais en plus d'avoir le backlash de d'autres communautés, surtout quand ça vient de d'autres femmes, ça vient chercher ces blessures de sororité, hein, ces bisbilles-là qui sont extrêmement blessantes, mais qui sont aussi très antiféministes. Donc, le ressentiment, le marketing du ressentiment, c'est dangereux pour une marque, hein, puis c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que peut-être, même si ça crée un certain engouement ou si ça crée certaines communautés autour du message, il faut noter que toute stratégie qui va exploiter le ressentiment, ça doit être abordé avec beaucoup de prudence, parce que ça peut avoir l'air efficace à court terme, mais, comme on l'a dit, hein, ça peut aliéner d'autres segments de la population et avoir des conséquences négatives à long terme pour la réputation de la marque. Puis ça, il faut vraiment que vous compreniez ça, c'est que quand on crée un brand, quand on crée une marque sur soit la comparaison ou sur des bases négatives ou démagogiques, on se met en danger premièrement, se faire reconnaître comme hypocrite, manipulateur, etc. Donc, de recevoir notre propre médecine, hein? Karma is a bitch. Mais aussi, on fait du mal à notre réseau. Puis surtout si vous n'êtes pas genre Donald Trump et que vous avez des milliards de dollars pour vous sortir
et que vous faites de l'extorsion et tout ça, là, tu sais, bref, tu sais, si vous n'êtes pas comme un méga vilain, là, bref, en tout cas. Mais si vous êtes une personne lambda, genre une personne qui souhaite comme juste laisser sa trace et avoir une influence positive sur les autres, ben il faut comprendre qu'en se positionnant comme positif versus négatif, ben les personnes qu'on positionne comme négatif, ben on est en train de les aliéner de notre réseau. Et à chaque fois qu'on aliène une personne de notre réseau, on s'aliène son réseau à eux. Fait que là, si on commence à s'aliéner des groupes de personnes comme ça, on est en train de créer des scissions, hein, des coupures dans nos potentiels de réseau. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que les gens se parlent à l'extérieur des réseaux sociaux. Hein? Puis on a peut-être eu une publication virale parce qu'on pointait du doigt une autre entrepreneur ou quelque chose comme ça, mais cette autre entrepreneur, elle a un réseau, elle a des amis. Puis même s'il n'y a pas de rétaliation qui est faite publiquement, ça risque bien fort probablement de se parler à couvert. Et là, qu'est-ce que ça fait? Ben, tu sais, je veux dire, on se barre des opportunités parce que qui veut travailler avec quelqu'un qui a comme le potentiel de se retourner contre toi à tout moment, qui veut travailler avec des personnes qui sont ancrées dans un brand négatif ou dans un brand genre de pointage du doigt ou justicier comme ça. C'est très... Le message sous-jacent voyage presque aussi vite que le message public. Donc, on est toujours à un doigt de se faire reléguer aux hypocrites. Et aussi, ben, il faut comprendre que travailler avec le ressentiment des gens, c'est tout aussi manipulateur que de travailler avec n'importe quel autre mauvais feeling, hein? N'importe quel autre pain point. C'est comme, OK, je te donne un échappatoire pour ta colère, pour ton désespoir, pour tout ce que tu as à faire. Mais après ça, il y a une limite jusqu'à où ces gens vont se sentir inspirés par ce genre de pratique. Donc, je voulais juste terminer, là, parce que c'était quand même, beaucoup de choses à prendre en compte. Moi, je parle beaucoup de marketing non oppressif. Hein? Je parle de business non oppressif. Et je voulais faire la différence entre un marketing non oppressif ou une business non oppressif et un marketing du ressentiment. Parce que je pense que c'est important parce que des fois, oui, on va avoir envie de se positionner contre certaines pratiques ou par rapport à certaines valeurs qui sont importantes pour nous. Et donc, ça pourrait avoir l'air que, ben, les personnes dont j'ai parlé ou les pratiques dont j'ai parlé dans cet épisode, ben, c'est, tu sais, en même temps, ils sont là pour le bien de leur population, de leur communauté, selon leurs valeurs. Fait que c'est quoi la différence entre ça et quelque chose qui serait non-oppressif, mais qui serait aussi éthique jusqu'à un certain point? Ben, moi, j'ai une liste ici de 5 choses qui sont importantes selon moi. Et la première, c'est que les décisions ou les communications ou les messages ne sont pas prises ou ne naissent pas d'un lieu de trauma. Puis on s'entend, du ressentiment, souvent, ben ça émerge d'un trauma. Ça émerge d'un traumatisme. Ça émerge de quelque chose qu'on nous a fait. Ça émerge d'un souvenir négatif. Ça émerge d'un sentiment de ne pas être à sa place. Ça émerge de toutes ces choses négatives qui nous amènent à vouloir chercher rétaliation ou à vouloir protéger les autres que ça leur arrive aussi. Donc, quand on est dans un marketing non oppressif ou dans un business non oppressif, ben on est capable de travailler avec les traumatismes pour savoir, bon, est-ce que je suis en période réactive? Est-ce que je suis en train de prendre des décisions qui sont basées dans ces traumatismes-là? Ça peut être des traumatismes par rapport à l'argent, au succès, à voir d'autres personnes autour de soi, avoir plus de succès que nous, bref. Deuxièmement, ce n'est pas basé dans un perfectionnisme moralisateur, qui plus est, hein? Le perfectionnisme est une réaction traumatique. Le perfectionnisme est une résistance à l'action alignée. Et quand on amène ça avec la moralisation, ben là, c'est sûr que ça devient un énorme blocage dans notre expression et ça nous met dans un coin, à quelque part, pour créer une identité autour de ça où la pression est énorme. La pression est énorme. Dans un marketing non oppressif, on est capable de reconnaître le perfectionnisme, l'apaiser
pour pouvoir prendre des décisions qui ne sont pas basées dans ce lieu traumatique-là. Simple à dire, mais il faudrait je le nomme quand même, hein, ça n'utilise pas les autres pour se distinguer ou se remonter. Hein? Puis, tu sais, moi, je suis quelqu'un qui parle beaucoup de mes mentors parce que je veux souligner leur rapport dans ma vie, mais d'un autre côté, je suis pas juste l'étudiante de la même façon que je suis pas le contraire je suis pas quelqu'un qui ne fait pas comme, tu sais, j'utilise pas les autres pour me distinguer et me remonter, j'utilise ma business, j'utilise mon positionnement, j'utilise mes réflexions et je vais au fond de mes propres réflexions parce que je n'emprunte pas les réflexions des autres. Moi, si ma réflexion, elle n'est pas faite en moi, par moi, pour moi, je vais continuer à y réfléchir, je vais la mettre de côté pour dire comme, OK, ben voici où j'en suis dans cette réflexion, mais je suis pas quelqu'un qui emprunte les pensées ou les dires des autres à la légère juste pour me créer une identité. Donc, je pense que ça, c'est important aussi quand on réfléchit à notre positionnement, de dire, ben si personne n'existait, qui est-ce que je serais? Quelles seraient mes valeurs? Qu'est-ce que je mettrais de l'avant? Tu sais? Et puis, est-ce que cette identité est assez forte pour perdurer? En 4e point, j'ai mis le marketing non-oppressif, les business non-oppressifs sont ancrés dans une culture de l'ouverture et de la compassion pour soi et pour les autres. Et ça, c'est important aussi parce que, comme on a parlé avec la honte internalisée va nous relayer justement à des réactions traumatiques, va créer une culture de la honte autour de nous. Mais quand on remplace ça par une culture de l'ouverture et de la compassion pour soi et pour les autres, on est capable de comprendre que chaque individu est en constante évolution, mais aussi que nous-mêmes, on a l'humilité de savoir que si on se trompe, ça fait pas de nous des mauvaises personnes. Et ça, ben, cette compassion-là qu'on doit se donner constamment, surtout en tant que femme qui désire de prendre sa place, qui veut être visible, qui a des rêves de changer les choses, hein, de changer les choses pour le mieux, hein, sachant que, ben, on est limité dans notre impact, on est limité dans notre conscience, on est limité à plein de niveaux, ben, ça prend énormément de compassion pour reconnaître cette humanité. Ça prend énormément d'humilité pour reconnaître qu'on est constamment en croissance, en évolution, en changement, en compréhension, en prise de conscience. Puis, finalement, je pense qu'un marketing non-oppressif va comprendre que le changement collectif et individuel vient dans l'échange et dans la conversation. Ça vient avec ma culture de l'ouverture et de la compassion, hein, mais c'est en parlant, en étant en contact avec d'autres personnes qui ont différentes opinions, en acceptant aussi que on a des croyances et que ces croyances-là, elles sont pas inhérentes ou elles sont pas fondamentalement immuables. Hein? Nos croyances peuvent changer au fil des ans et pour ça, il faut être capable d'être dans les espaces liminaux. Et les espaces liminaux, souvent, c'est des espaces conversationnels, des espaces de dialogue, parce que le changement vient de façon incrémentielle. Puis, j'espère que vous allez vous rappeler de ça, surtout parce que je trouve que ça peut être challengeant, hein, ça peut être épeurant de naviguer dans un environnement web, surtout où on a peur, puis je le sais parce que j'ai tellement de clientes qui ont peur de se faire pointer du doigt pour un commentaire qu'ils ont dit, qui ont peur de publier parce que elle veut pas ça, tu sais, elle veut pas avoir l'air X, Y, Z, ou que si elle a pas dit le bon fait au bon moment, c'est pas... c'est quelqu'un va douter de sa crédibilité ou de sa moralité. Mais tu sais, moi, mon travail, c'est d'enlever
tous ces blocages-là, puis de revenir dans la compassion, de revenir dans aussi comme la distinction entre les autres et soi, puis de comprendre que quand on est ancré, quand on est bien positionné, quand on sait qui on est et on se donne, on a l'humilité de dire, ben je suis humaine et je peux me tromper, tout comme mon intelligence vaut autant que celle de n'importe qui d'autre. Mon travail vaut autant, mon apport vaut autant, et oui, je peux faire les choses mieux, mais j'ai pas besoin d'être parfaite. Ben ça, pour moi, c'est les axes vers une business non oppressive, vers un marketing non oppressif. Et c'est vraiment le contraire de ce que moi, je suis en train, malheureusement, de voir de plus en plus là, autour du fameux marketing du ressentiment. Voilà, donc c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Ça m'a pris quand même plusieurs semaines réfléchir à cette thématique parce que c'est pas évident. C'est pas évident, hein? On navigue tous avec des doutes, moi y compris. On a tous des chantiers, hein, dans lesquels on est en train d'évoluer. Comme par exemple, moi, un de mes grands chantiers, c'est celui qui entoure le luxe, le désir et la richesse. Qu'est-ce que ça veut dire aussi? Tout en restant dans un modèle que je considère comme étant éthique et féministe. Et c'est des grosses questions. Et puis, je m'attendrai jamais de moi d'une certaine perfection ou une finalité avec ces réflexions-là. Puis j'espère que vous attendrez pas la même chose de vous parce que je pense que la beauté de l'entrepreneuriat aussi, c'est de voir comment on évolue au fil des ans et comment nos pensées sont challengées avec les défis qu'on rencontre. OK, tout le monde, c'est ça que j'avais pour vous aujourd'hui. Je serais vraiment, vraiment, vraiment intéressée à savoir si vous avez remarqué des choses semblables dans le milieu marketing, si vous avez vécu, si vous avez des idées ou des choses à dire là-dessus. Parce que, encore une fois, tu sais, je mets le terme « out there », vous pouvez l'utiliser, citez-moi, ça serait gentil. Mais je pense qu'on doit tous collectivement comme faire un effort pour savoir ben, dans quelle posture on se met quand on décide de devenir visible et probablement de prendre en compte un certain leadership aussi de marque. All right, tout le monde. Sur ce, je vous souhaite une belle journée et on se dit à très bientôt. Hey! T'es encore là? Ça veut dire que l'épisode t'a plu. C'est vraiment cool, ça. Est-ce que je peux te demander quelque chose maintenant? Aide d'autres femmes comme toi à découvrir le podcast en déposant des étoiles d'appréciation pour l'ambition au féminin. Sur Apple Podcast, c'est facile, défile tout en bas de la page de l'émission où tu vois les avis et tape sur le 5 étoiles pour faire exploser mon cœur de joie. Sur Spotify, c'est encore plus simple, navigue sur la page du balado et tape l'icône en étoile en bas de la description. Merci d'avance, je t'apprécie beaucoup.